Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui on a enfin une nouvelle interview, ça faisait très longtemps. Donc là je vais vous présenter Eva Tralala qui a accepté de nous accueillir directement dans son salon de thé, tatou, enfin vous allez voir un petit peu, elle va nous en parler aussi. On l'a vue il y a très longtemps. Je l'ai rencontrée le 21 décembre 2019, donc cette vidéo a vraiment tardé à sortir. Je suis désolée, ça a mis du temps pour le montage, pour rassembler un petit peu tout ça. Parce qu'en fait, pour vous parler 2 secondes techniques, j'ai découvert un système qui peut me permettre, si vous voulez, en gros de tout synchroniser d'un coup, toutes mes pistes audio, vidéo. Le problème c'est que ça fonctionne, mais ça a fonctionné à moitié, donc ça m'a fait perdre pas mal de temps. Mais je pense que une fois que j'aurai maîtrisé le truc, ça me fera gagner beaucoup de temps pour mes montages d'interviews. Donc Eva Tralala est une photographe queer, elle est adorable, vous allez voir. C'est super... C'était un moment vraiment super sympa que j'ai pu passer avec elle. Elle m'a partagé beaucoup de choses, elle va vous partager beaucoup de choses, beaucoup de valeurs qui me semblent importantes et qui sont tout aussi importantes sur cette chaîne. Du coup, bah voilà, je vous laisse avec elle et puis on se retrouve à la fin. C'est normal. Ah t'inquiète, moi je suis aussi angoissée que les interviewés. C'est ce qu'on voit pas parce que je suis derrière la caméra. Écoute, on va voir, il veut faire la mise au point quand même. Par contre, on voit bien qu'il est dans les analyses de on va regarder. Allez, moi je pense que c'est super. Dire ça. C'est bien, c'est ça qui est bien. Surtout qu'en plus, généralement, je fais toujours la sale blague en disant parle-nous de toi. Tu veux le truc bien angoissant, bien stressant. Présente-toi. Non, comment en tout cas, je suis contente d'être venue parce que. Alors, c'est moi qui va passer de moi comme ça, on voit plus là. Et ben, je te proute. Bah, c'est juste le temps qu'à faire. Voilà. C'est juste le temps de boire son thé. Alors, Eva, après je m'arrête souvent, tu vois, pour aller pisser. Ouais. Elle m'a fait une bonbonne là de. Bah, tu veux un thé, je te fais un thé, hein. Si je rapproche la table comme ça. On en boit beaucoup quand même. Moi, je suis à l'eau, ça. Ouais, c'est vrai. C'est parce que c'est un peu le stress. Du coup, tu t'es dit, je vais boire juste de l'eau. Non, c'est que j'aime bien boire de l'eau. Il paraît qu'il faut boire beaucoup. C'est vrai, mais moi je trouve qu'on boit pas trop. On boit pas assez en ce moment. Moi je suis pas là. Oui, c'est vrai, alors une fois que tu parles. On peut enlever ça parce que c'est moche. Je suis vraiment une contrôle fric, c'est horrible. Donne. Tiens. Attends, je vais essayer de pas cacher le sale gosse quand je bois. Ah, t'as vu, j'ai fait ma petite trademark un peu partout là. Non, mais pas du tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoute, je suis contente d'être là en tout cas. Je suis contente moi aussi. d'être venue. Je sais que c'est toujours un peu compliqué les débuts d'interview, donc on va vraiment juste discuter. Okay. On va essayer de pas se prendre la tête. Moi j'ai des questions à te poser, je pense, mais ce sera des questions qui viendront naturellement. Ouais. Je connais pas beaucoup ton travail, je l'ai vu un petit peu, j'ai entreaperçu, mais je sais pas, par exemple, tu vois, j'aimerais bien savoir comment t'es venue à faire de l'argentique. Est-ce que tu faisais du numérique avant? J'ai jamais trop fait de numérique. En fait, en gros, quand j'étais ado, j'avais un petit appareil compact et j'ai commencé la photo comme ça. Je faisais beaucoup de trucs de meufs introverties, c'est-à-dire des paysages, des contre-jours, des trucs comme ça, très romantiques. Et en fait, quand j'étais au lycée, je suis partie au Sénégal. Pour faire une mission humanitaire qu'on avait organisée avec le lycée. Enfin, on avait un petit groupe et tout ça. Et à cette occasion, mon père m'a prêté à long terme son argentique. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, je ne l'ai plus jamais quitté, en fait. C'est le même que j'utilise encore aujourd'hui. C'est celui de ton père, du coup. Ouais, c'est celui de mon père, ouais. Donc, c'est lui qui m'a appris comment s'en servir. Lui, tu vois, à l'époque, il avait économisé pendant je sais pas combien d'années pour se l'offrir. Enfin, c'était vraiment une passion qu'il avait. Donc, voilà, j'ai commencé pour ce voyage-là. J'ai d'ailleurs raté une pellicule parce que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton en dessous pour embobiner. Donc, j'ai tiré, genre ça faisait... J'étais là, il y a un truc qui va pas, je crois. Donc, j'ai tout niqué. Mais j'ai réussi quand même à faire des pellicules en noir et blanc. Et puis après, je l'ai gardé, et voilà quoi.
Et il développait ton père ou Non, il développait pas. Okay. Enfin, pas à ce que je sache. Okay. Je pense pas. Et c'est quoi comme appareil? C'est un Minolta X700. D'accord. J'ai regardé avant de partir, je savais que tu allais me poser la question et je me suis dit, putain, la loose, si je connais même pas la référence. Ah bah non, mais c'est pas grave. Non, mais il faut savoir qu'en termes de technique, je suis pas du tout... Enfin, en fait, je sais me servir de mon appareil et je sais ce que je fais. Mais je suis incapable de dire ouais, j'ai ouvert en 2.8 et puis j'ai fait ci. Enfin, je sais pas, en fait, je teste des trucs et si ça marche, je les garde. Mais c'est vrai que je suis pas trop. Une fois que j'ai compris au début, forcément, j'ai regardé pour pas utiliser le mode automatique, quoi, que j'utilise jamais. Mais une fois que j'ai compris comment ça marchait, après, j'ai pas trop retenu. C'est plus le côté esthétique et enfin, la technique, c'est un deuxième. Ça vient après, quoi. D'accord. Mais le X700, c'est un appareil qui est ultra connu. Ouais, je crois. Hyper bien vu et tout. Ouais. C'est vraiment chouette. Je l'ai jamais testé, moi, le X700. Du coup, t'as que celui-là? En fait, j'ai eu un autre réflexe que mon oncle m'a donné, mais il s'est vite cassé. Il y a un truc qui s'est cassé qui fait que, en fait, ça avance plus les vues. Du coup, je sais pas où le faire réparer, donc pour l'instant, je le garde de côté, mais je sais pas, il faudrait que je trouve un bon... Mais à chaque fois, à Lyon, on me dit non, il n'y a rien à Lyon, donc je sais pas où aller. Et puis, mais c'est vrai que ça serait bien pratique pour pouvoir faire du noir et blanc et de la couleur, tu vois, sur un même shooting, par exemple. Ouais. Et après, sinon, j'ai beaucoup de petits appareils que j'utilise. Là, j'ai un petit... Je sais même pas ce que c'est un Canon, je crois. Je l'ai dans mon sac, mais je sais même plus... Enfin, c'est un petit point and shoot, quoi, que j'utilise depuis pas longtemps. Après, j'ai un vieux Diana, mais le vrai de l'époque, quoi, pas celui de l'homographie, le vrai que j'ai trouvé sur une brocante, parce que j'avais appris ça en cours et j'avais trouvé ce truc trop cool, quoi, que c'était vraiment les appareils qui coûtaient 5 francs à l'époque. Et en fait, maintenant, ce côté crade et tout, c'est ce que les gens, ils cherchent. Et tu peux l'acheter version Lomo, enfin neuf, quoi, et c'est pas 5 francs. Ah non. Donc voilà, après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Polaroid, mais bon, vu le prix, j'en fais peu. Ouais. Et là, je viens de trouver dans un truc de seconde main, j'ai trouvé un Lomo Instant. D'accord. Donc du coup, ça fonctionne avec les films Fujifilm, enfin tu sais, les Instax. Donc du coup, c'est hyper bien. Ouais, c'est beaucoup moins coûteux quand même. Donc après, c'est vrai que c'est pas le truc que tu vas prendre comme ça tout le temps. Mais, et en plus, comme c'est un Lomo, tu peux faire des doubles expos, tu peux... Ah, ça, je sais. Ouais, c'est un... En fait, c'est un... je sais plus lequel c'est, parce qu'il y a différentes gammes dans le Lomo Instant, si je dis pas de bêtises. Et du coup, sur celui-là, tu peux faire des doubles expos, voire des triples, voire autant que tu veux. Bon, après... Ouais, du coup, en fait, à partir du moment où il y a un petit truc d'expérimentation, j'aime bien, tu vois. Mais je pense que on est beaucoup de photographes argentiques à fonctionner comme ça. En fait, t'as ton appareil que t'emmènes, tu vois. Moi, c'est le Minolta où je sais que ça va être bien. Parce que après, quand tu fais venir, par exemple, un modèle ou une modèle et que tu mets tout un set en place, tu peux pas juste prendre un appareil que t'as jamais testé ou une pellicule que t'as jamais testée et dire « Ah, on verra ». Non, c'est trop risqué. Du coup, en général, je fais toujours un peu les deux. J'ai mon basique, quoi, où je sais, je suis sûre. Quand je le regarde dans le viseur, je sais ce que ça va donner après. Et après, j'utilise un autre appareil. Parfois, c'est le Lomo. En ce moment, c'est soit Lomo, soit le petit point and shoot Canon. Et j'essaye, je suis un peu monomaniaque, mais je me force à tester des trucs nouveaux aussi, de pas rester toujours dans ma zone de confort, quoi, on va dire, tu vois. Est-ce que par exemple t'en sors en testant des nouvelles pellicules? Ouais, c'est pareil, j'ai mes pellicules chouchou où vraiment depuis que je les ai trouvées, c'est genre la référence pour moi. Mais j'essaye de plus en plus, tu vois, de me laisser, tu sais, de me dire ça a l'air cool, allez, je teste, tu vois. Mais voilà, c'est vrai que j'ai quand même mes bases, quoi. C'est lesquels, du coup, tes chouchous? C'est la Portra, Kodak Portra, en 400. Ouais. Comme je fais beaucoup de portraits, c'est vraiment celle qui qui correspond le plus à ce que je veux faire, quoi. C'est les rendus, même pour les grains de peau et tout, c'est trop beau, quoi. Donc après, c'est assez coûteux. La Portra est assez chère. Ouais, mais bon. Moi, j'utilisais beaucoup la Portra 160, ouais. La Lomo Kino, pour tourner en Lomo Kino. J'ai fait énormément de films avec la Portra 160 et la Portra 400. Je
trouve que le rendu, Ouais, c'est trop beau. Mais par contre, voilà, j'adore. Ça douille, quoi. Ça douille. Et t'as essayé du coup la Kodak 200 qui est vraiment pas chère? Je vais en prendre de temps en temps. Mais en fait, même s'il y a parfois c'est une différence infime, mais comme je la vois, je suis genre non, tant pis, j'achète mes portraits. Bah, je pense que c'est ma première source de dépense, c'est ça quoi. C'est les pellicules. Et t'arrives à te financer avec... Enfin, t'as un statut pro ou... Alors, j'ai un statut pro depuis l'année dernière parce que j'ai eu une grosse commande pour un client. Du coup, j'ai dû faire un statut. En fait, j'ai bossé pour Mythique, c'est le site de rencontres. D'accord. Mais c'était un gros contrat. Ils m'ont fait venir à Paris, hôtel et tout. Ils m'ont même envoyé à Londres. Donc, tu vois, c'était un truc... c'était cool. Enfin, tu vois, j'étais un peu genre... Mais moi, genre, ah bon Et c'était trop bien. En plus, j'ai pas réussi à 100%, mais j'ai quand même réussi à bien implanter mes valeurs dans le shooting. C'est cool. Parce qu'en gros, donc, il fallait photographier des couples qui s'étaient rencontrés sur Mythique, etc. Et il y avait 2 meufs, donc c'était cool. Enfin voilà. Et c'était en argentique. J'ai pas fait en argentique pour ça. Là, j'ai dû passer en numérique. Ouais. Donc le premier shooting, c'est une copine qui m'a prêté son numérique. Et du coup, comme c'était pour celui de Londres, j'ai pu investir En fait, c'est grâce à ce client que j'ai pu investir dans un numérique parce que j'ai jamais réussi à trouver la somme pour investir. Parce qu'en plus, quand t'as envie de prendre un truc bien, quoi. Tu te dis, je vais pas acheter un petit truc pour... Ça sert à rien, quoi. Mais seulement, c'est un budget. Donc, grâce à ce contrat, j'ai pu investir. Et c'est vrai que, en fait, je m'en sers surtout pour faire, par exemple, des photos de soirées. Ou, tu sais, dans les soirées où il y a des shows. Là, j'ai fait dans un théâtre, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est un truc que je pouvais pas faire à l'argentique. J'ai déjà testé. C'était très raté. En soirée, en fait, les lumières, ça change tout le temps et les gens, ils font que de bouger. Donc, en fait, tu veux faire une photo, mais la personne, elle danse, mais elle est genre comme ça. Du coup, non, raté. Et puis, t'as que 36 poses, quoi. Donc, tu peux pas dire à quelqu'un, je te fais tes photos de soirée, t'en envoies 2. Genre, voilà, c'est les seules qui ont fonctionné. Sinon, les autres sont moches. Du coup, voilà. Bon, après, c'est pas du tout le même travail. Et c'est pas ce que j'aime faire le plus. Mais voilà. Au moins, je peux faire les deux, quoi, tu vois. Donc, c'est cool. Et du coup, la question à la base, c'était comment je finançais tout ça. Jusqu'à présent, j'ai jamais rien vendu. J'ai commencé il y a genre 1 mois avec des cartes postales. Ouh. Ah, mais ça fait qu'un mois. Oui, ça fait qu'un mois, ouais. Parce qu'avant, je sais pas, j'avais pas du tout cette notion. En fait, si tu veux, pour moi, la photo, c'est très, très personnel. Et je suis très impliquée dedans. Et c'est à la fois... il y a plein de raisons pour lesquelles je fais de la photo. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. Et j'ai pris pas mal de temps à me détacher, en fait, de ça. Et de réussir à adopter une démarche un peu plus commerciale aussi. Tu vois, à pouvoir vendre... à produire des images qui vont être destinées à la vente. Je sais pas, ça me prend du temps. Dans ma tête, c'est tout un fonctionnement. Je suis pareil. Ouais, mon cerveau fonctionne d'une manière assez spécifique, on va dire. Et du coup, voilà. Mais là, je commence à avoir un esprit un peu plus différent, comme un recul, en fait, par rapport à ce que je fais. Et aussi, avec l'expérience de la pratique, t'appréhendes mieux ton fonctionnement, donc tu peux aussi mieux le gérer. Et voilà, et puis j'ai aussi... j'ai eu du mal au début à partager, tu vois, mes images. C'est compliqué, quoi. Ça prend du temps, tout ça, d'oser, tu vois, de montrer, mettre sur les réseaux, tout ça. T'as toujours l'appréhension aussi de ce que tu peux recevoir comme... Ouais, maintenant, ça va, franchement. Maintenant, je suis assez libre par rapport à ça. J'ai vraiment pris du recul où, en même temps, je sais ce que je fais. Et j'ai assez confiance... au fond de moi, j'ai confiance, tu vois, et je sais pourquoi je le fais. Et en général, j'ai aussi le retour des personnes qui sont sur les photos qui sont contentes. Donc je sais que c'est des images bien, tu vois. Après, voilà, chacun ses goûts et chacun sa sensibilité, mais voilà, après je le fais en mode, voilà, moi je fais ça, tu veux regarder, tu regardes, ça t'intéresse pas, tu vois, mais je cherche pas non plus à créer des polémiques ou... Voilà, quoi.
Et du coup, tu disais que tu faisais essentiellement du portrait. Moi, c'est vrai que j'ai Beaucoup. pas vu d'autres choses que du portrait dans ton travail. Ouais. Et quel message, en fait, comment t'es venue au portrait et quel message tu veux faire passer, ou est-ce qu'il y a un message particulier? Ouais. Juste, en fait, si tu veux, quand je te parlais du moment où j'ai eu le numérique de mon père, ensuite il s'est écoulé un long laps de temps où je faisais beaucoup de photos de mes amis. J'ai pas mal voyagé, donc j'ai fait beaucoup de photos de voyage que j'ai pas partagées, mais que j'envisage justement de repartager là, de recommuniquer dessus. J'aimerais bien d'ailleurs en faire des tirages et... une édition, pourquoi pas? Je sais pas si j'aurai assez pour faire une édition. Je pense que je vais commencer plutôt par des tirages. Ouais. Et j'aimerais bien les vendre en reversant une partie à une asso pour les migrants. Parce que du coup, je digresse, mais en gros, j'ai commencé à réfléchir sur ça et j'en parlais avec une amie qui m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à ça. Et en fait, du fait que, si tu veux, nous, on est quand même assez privilégiés de pouvoir voyager et de pouvoir franchir des frontières dans le sens qu'on veut, sans aucun problème. Et c'est vrai qu'il y avait ce questionnement de bien sûr, je ne vais pas vendre ces tirages des 1000 et des 100, hein, je vais probablement gagner, je sais pas, même... Je ne sais même pas si ça fera un nombre à 3 chiffres, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc tu vois, ça va pas être grand-chose, mais c'était important pour moi de réfléchir à ça et de questionner aussi les gens. Et si je vends ces tirages, de pouvoir reverser une partie à une asso qui aide les migrants, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place. Et donc, jusque-là, en fait, il y a eu un gros vide où je photographiais beaucoup mes amis. J'étais passionnée par la photo, mais j'étais quand même en retrait et j'osais pas non plus. Et en même temps, c'est comme s'il me manquait un sujet, tu vois. Enfin, c'est vrai que quand j'étais petite, c'était pareil, je voulais tout le temps dessiner, mais je savais jamais quoi dessiner. Tu vois, j'étais en manque de sujet, quoi. J'étais genre, ça m'intéresse pas de faire de la photo juste pour faire de la photo. Et en fait, il y a un moment dans ma vie où j'ai réalisé aussi, grâce à un ami en particulier qui m'a un peu secouée et qui m'a dit « Mais en fait, t'as tout ce qu'il faut autour de toi, tu vois, qu'est-ce que t'attends ?» Et j'ai eu un peu, c'est le moment où aussi j'ai eu un peu un éveil féministe, on va dire, où je me suis dit « Mais en fait, attends, il y a un truc qui va pas. Moi, dans ma vie, il y a plein de meufs, elles sont toutes différentes. Il y en a des grandes, des petites, des rondes, des minces, des noires, des blanches, tu vois. Enfin, et quand j'ouvre un magazine, quand je regarde la télé, c'est pas ça, tu vois. En fait, ça a commencé surtout pour ça, où j'avais vraiment envie de travailler sur la diversité, sur les représentations, parce que même si au final, moi, je suis quelqu'un d'assez normé, on peut dire, tu vois, je rentre plutôt bien dans les cases de la meuf féminine et tout ça. Mais j'ai eu beaucoup de complexes parce que non, je faisais pas 1m75, non, je faisais pas un 90D ou plein de conneries comme ça. Ou c'est hyper important quand t'es jeune et de pouvoir t'associer à des gens et te dire ah ok c'est normal, tu vois. Donc ça a commencé comme ça. Après j'ai fait une série où je voulais plutôt parler un peu du sisterhood et de montrer que en fait on pouvait serrer les coudes et que t'avais plein de relations entre femmes qui étaient vraiment belles et que c'était pas... En fait, si tu veux, quand tu regardes les représentations qui existent des femmes en général, déjà, t'as la meuf douce et docile et la meuf, on va dire, plus piquante mais un peu salope, tu vois. En gros, t'as le choix entre elle ou elle. Et forcément, les deux, elles s'entendent pas, tu vois. Elles peuvent pas s'aider, elles peuvent pas... Donc il y a un gros problème, je pense, à ce niveau-là. Et c'est vrai que même aujourd'hui, t'as beaucoup de meufs qui ont du mal à avoir des relations entre elles parce qu'il y a une jalousie, parce qu'il y a de la comparaison. Et ça, c'est un truc que la société, en fait, elle nous impose, tu vois. Alors, je suis désolée, je rebondis là-dessus parce que ça me fait vraiment trop penser à ça. J'ai vu un TEDx de Charlie d'Angers. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Et en gros, le titre de son TEDx, c'est pourquoi vous ne vous sentirez jamais mieux que la femme à côté de vous, ou un truc comme ça.
Et il est génial, je te l'enverrai Ouais, parce que grave, ça m'intéresse. là, vraiment exactement ce que tu es en train de dire, Ouais, c'est c'est ça. exactement ce qu'elle pointe dans son Ben, texte. c'est ça, ouais. Et c'est hyper intéressant parce que, tu sais, vu qu'elle c'est une vulgarisatrice, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Revues du Monde, Ok. et elle vulgarise l'histoire, et elle s'y retrouvée. En fait, elle commence le TEDx en disant bah voilà, je me suis retrouvée à perdre une demi-heure sur l'Instagram d'une femme qui fait du fitness. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi. Et j'ai Ouais. voulu comprendre Ouais, pourquoi c'est ça, ouais. j'avais perdu une demi-heure à regarder son Insta alors que je ne la connais pas, que je suis tombée sur elle par hasard et elle découle un peu tout ça et elle essaye de réellement le comprendre d'un point de vue historique et d'un point de vue sociétal. Et c'est super intéressant. Je le mettrai en lien. Ouais, carrément. Je pense que, de toute façon, elle le fait certainement mieux que moi d'un point de vue historique et tout. Mais c'est vrai que, en fait, ce que je voulais faire comprendre aussi, c'était que, en fait, on a d'autant plus à apprendre en s'aidant. Et sans se comparer, mais en fait, les différences de quelqu'un d'autre, ça peut devenir des forces. Et échanger, en fait, tu vois, plutôt que de dire tu penses pas la même chose que moi, donc on s'entend pas, c'est plutôt dire mais toi tu penses quoi de ça? Ah moi je pense ça. Ah ouais, pourquoi? Et en fait, tu vois, tu vas rebondir et te nourrir des choses que quelqu'un va t'apprendre. Tu vas pas dire ah ouais, par exemple, je reprends l'exemple de la meuf qui fait du fitness, pas se dire oh là là, mais moi je suis pas du tout fit, puis j'ai pas ci, j'ai pas ça. En fait, si tu échanges avec cette meuf, probablement qu'elle va te donner quelques conseils, mais sans ton but c'est pas de devenir elle, tu vois, c'est juste te dire elle, dans son expérience de vie, qu'est-ce qu'elle a appris d'intéressant qui pourrait me servir, et moi qu'est-ce que je pourrais lui apprendre, tu vois, certainement qu'elle a d'autres points qu'elle veut travailler, ou enfin voilà, on n'est jamais 100%. Et puis elle, c'est sans doute sa passion. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, c'est pas parce que... Enfin, il faut pas non plus... c'est ce qu'elle disait, Charlie Danger, il faut pas non plus dénigrer, elle, ce qu'elle fait. C'est ça, ouais. C'est sa manière de fonctionner, de penser Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Après, je pense que le problème, il va même au-delà de ça. Il vient aussi surtout beaucoup de l'éducation nationale. Ouais, et l'éducation nationale et l'éducation... Enfin, et la société... dans laquelle on est éduqué, tout simplement. Les milieux de travail, voilà, c'est ça. Toutes ces choses-là. On est tout le temps dans la compétition. Au final, ça crée des individus très égoïstes qui fonctionnent seuls. Ou alors vraiment, ils vont fonctionner avec un partenaire, tu vois, dans la sphère privée. Mais par exemple, dans le monde du travail, il n'y a pas beaucoup de... je sais pas, pour moi, tu peux pas réussir si t'es seul, quoi. C'est pas pour rien qu'on est là, tu vois. C'est que les valeurs, pour moi, c'est super important et que j'ai assez donné dans des endroits qui correspondaient pas du tout à mes valeurs sur plusieurs points. Donc, voilà, j'ai tout fait pour essayer d'en sortir. Parce que c'était plus possible, quoi. Et c'est pour ça que vous avez, du coup, lancé... En fait, quand nous, si tu veux, on est... Ma copine, elle est de Lyon, moi non. D'accord. En fait, on vivait à Paris et on s'est dit, bon, je vais la faire courte, je vais pas raconter tous les détails, mais on est arrivé à Lyon. À la base, on voulait ouvrir une friperie. D'accord. Et puis, elle s'est mise au tatouage, elle a commencé à tatouer. Et moi, je travaillais beaucoup, artiste, donc je travaillais beaucoup dans les restaurants, j'étais serveuse, quoi. Et du coup, je me suis dit, en fait, il y a un truc à faire, tu vois, tatouage, salon de thé. Et puis, j'étais en train de transitionner pour devenir végane. Enfin, j'étais végétarienne et tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas proposer un lieu végane aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est clair. Et puis, en fait, au début, je voulais faire les deux. Tu vois, tout a évolué. En fait, en général, je fonctionne beaucoup comme ça dans la vie. C'est que je fonctionne beaucoup avec... l'environnement, les rencontres, tu vois, et ce qui va se passer, je crée quelque chose à partir de ça, quoi. Au début, on voulait faire un lieu simplement, avec des choix véganes et des choix non véganes. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, si t'es omnivore, tu peux tout manger. Et si t'es végane, en fait, quand tu vois la tête des gens qui sont genre « Ah, mais j'ai pas besoin de choisir, je peux tout prendre », ils sont trop contents. Du coup, c'est bien, tu vois. Puis au final, tu peux manger des muffins, des cookies, voilà, c'est tout à fait classique, quoi. Donc voilà, et puis l'idée, c'était aussi d'avoir un lieu assez grand
pour pouvoir organiser des événements, des expos, où là, c'est vraiment plus la partie... le salon de thé, bon, c'est plus pour faire quelque chose, tu vois. Voilà, on va pas laisser un lieu vide comme ça. C'est cool de pouvoir se poser, mais c'est pas le principal aspect que je veux développer. D'accord. C'est plutôt tout ce qui est... on en a fait déjà pas mal depuis 1 an. Là, ça va faire 1 an dans 2 jours qu'on a ouvert. Du coup, on fait pas mal d'expos, on fait pas mal de trucs. Et c'est vrai que c'est trop bien. En plus, c'est un lieu... Bon, c'est ouvert à tous, mais bon, c'est essentiellement un lieu queer quand même. En tout cas, après, voilà, l'idée, c'est de pouvoir mélanger tout le monde et de ne pas mettre des étiquettes non plus, surtout à une période comme aujourd'hui où, en fait, pour moi, le mot queer ne veut plus dire grand-chose parce qu'il a tellement été utilisé à tort et à travers et un peu parfois comme une étiquette genre « si, mais on est queer, hein ». Oui, mais non, en fait, pas du tout. Enfin, voilà, donc on n'a pas forcément voulu mettre ce terme, ou, tu vois, mais la première expo qu'on a faite, c'était Gender Bender, donc vraiment sur le genre, avec des artistes queer principalement. Enfin, je crois qu'ils étaient tous queer. Du coup, ça quand même, on a mis les pieds dans le plat directement, tu vois, en mode, voilà, ici c'est safe, tout le monde peut venir, c'est cool. Mais après, voilà, l'idée, c'est plus dans un but, tu vois, un peu d'avenir, quoi. Comme on aimerait que ça soit dans le monde en général, quoi. Qu'en fait, tu puisses être qui tu veux et que tu puisses juste être à côté d'un autre qui n'est pas comme toi, mais on s'en fout, tu vois. Mais bon, je pense qu'en France et à Lyon, on en est loin, encore. Ouais, que ce soit sur tous les sujets, je pense qu'on est un peu arriéré en France. Enfin... soit en termes de look ou en termes d'ouverture d'esprit sur les choses, il y a du travail, quoi. Ouais. Après, comme je te dis, je pense que ça vient aussi de toute l'éducation qu'on a eue derrière, quoi, qui est... moi, c'est ce que je raconte très souvent, c'est que j'ai toujours eu l'impression d'être, je sais pas, d'être moi une forme de flaque et que pendant toute ma vie à l'école on a essayé de me caler dans un carré. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est tellement ce que je ressens. Non, mais je vois, je comprends bien. C'est une belle image. Ouais. Tu vois. Pour nous, c'est hyper dur d'arriver à retrouver notre forme originelle aujourd'hui. C'est ça. Parce qu'on s'est tellement conformé, tellement que du coup maintenant on vit avec... Enfin, je vais dire je parce que je voudrais pas non plus trop t'inclure. Mais du coup, je vis dans des angoisses de... comment ça se fait que là, je sors, je travaille pas, mais je fais... Enfin, tu vois, c'est... mais c'est super dur. Hein. En fait, le problème, c'est que je sais pas... Bon, je suis très nulle en chiffres, donc je vais pas dire un chiffre, mais il y a un pourcentage de la population qui est très à l'aise dans ce petit carré, tu vois, pour reprendre ta métaphore. Et qui, du coup, eux, voient pas le problème. Ils sont genre, quoi, il est bien ce carré, c'est quoi le problème, tu vois. Moi, ça me va, de toute façon, c'est ce que je compte faire de ma vie, et voilà. Mais toi, si t'es pas dedans, en fait, c'est juste l'enfer. Et tu fais des trucs complètement aberrants. Enfin, moi, j'ai fait des choses dans ma vie, et après, je me suis dit, mais pas du tout, tu vois, genre, pas du tout, quoi. Parce que j'ai manqué de représentation, j'ai manqué de possibilités, j'ai manqué de diversité, et encore j'ai eu de la chance parce que mes parents ils sont très ouverts, qu'ils m'ont fait voyager, qu'ils n'ont jamais eu de problème avec ma sexualité, donc tu vois je suis quand même très privilégiée sur plein de points. Ouais, pour le coup, et en plus j'ai des privilèges comme être blanche, tu vois, qui est un gros privilège aujourd'hui, donc ça voilà c'est quelque chose que je peux pas nier, mais même avec ça, en fait, c'était là aussi mon constat. Je me disais, mais attends, mais toi qui es pourtant quand même dans la sphère plutôt privilégiée, tu te sens en décalage, mais qu'est-ce que c'est pour des gens qui accumulent en fait les différences ? C'est pas possible, tu vois, c'est quoi cette société où en fait si t'es différent, il faut te taire, il faut surtout pas dire que t'es comme ci ou t'es comme ça. Alors qu'en fait, mais qu'est-ce que ça fait, quoi ? Genre, enfin, si toi, tu veux rester dans ton carré, vas-y, mais moi, à côté, je vais faire des ronds, des triangles, et puis chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Enfin, tant que ça n'entache pas la liberté de l'autre qui est en face. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, je me rends compte aussi que je me suis habituée à ce que les choses ne soient pas
juste. Ouais, mais c'est pas normal. Mais je sais, un constat vraiment con, hein, je te promets. Je me prépare, attends. Je me suis... Il y a quelqu'un qui a créé des pissotières pour femmes qui n'ont pas encore été mises en place, mais... Ah oui, je les vois, les trucs en rond, là. Et ce jour-là, où j'ai lu cet article-là, je me suis dit, putain, mais c'est trop vrai. Pourquoi, depuis la nuit des temps, les hommes peuvent aller pisser où ils veulent, enfin, dans ces endroits-là, et les femmes, elles doivent se débrouiller, quoi. Bah ça, après, si tu me lances sur les différences hommes-femmes... Alors oui, voilà, on va pas... Non, mais je sais bien. On va faire une interview de 4 heures. C'était pour rebondir. Non, mais c'est vrai, ouais. En fait, c'est con. Et là, je me suis réellement aperçue que on s'est habitué à ce côté c'est injuste. Ça. On s'est habitué à nous avoir... Enfin, après, c'est des choses qui se déconstruisent de plus en plus grâce à des artistes en tout genre, tu vois, qui font un peu... qui secouent un peu les pensées admises. Mais moi, quand j'ai... Risque et péril, d'ailleurs, bien souvent. Ouais. Quand tu vois, ne serait-ce que sur Instagram, tous les contenus LGBT sont censurés, supprimés. Sur YouTube, là, je sais pas si mon interview, elle restera, si celle avec la Fireine restera. Ouais, voilà. Parce qu'on utilise trop de fois certains. Ouais, voilà, c'est ça. Je ne toucherai rien des vues qu'il y aura. Non, mais c'est terrible, tu vois. Enfin, quand tu parles, si tu veux parler de sexualité ou de règles, tout ça, t'as pas le droit. Par contre, mettre des meufs en sous-vêtements avec des flingues, là, oui, là, pas de problème. Ok. Puis je comprends pas pourquoi on différencie les torses nus, les torses... Voilà, ça... J'y arrive toujours pas. Ouais, non, mais tu sais, après, mais le problème, c'est que malheureusement, si on n'accède pas à cette diversité et à cette liberté d'expression, en fait, on va jamais avancer, tu vois. Et le problème, c'est que comment on fait? Parce que tu peux pas éduquer les gens un par un, quoi. Au bout d'un moment, t'es fatigué. Et c'est pour ça, notamment, que... Une fois, d'ailleurs, j'avais fait un post, alors je sais plus sur quoi c'était. Je crois que c'était par rapport au fait que quand t'es homo, tu peux pas te tenir la main dans la rue, que c'est très compliqué et tout ça. Voilà. Et en fait, je me suis fait mansplainer par un mec, évidemment, que si, il fallait oser, que de toute façon, si j'avais un problème, il fallait aller à la police et se plaindre. Donc en fait, c'est pareil, tu as cette injonction d'aller voir les flics, alors que, après, pas toujours, mais une fois sur deux, ils te font des réflexions où tu es genre, ok, merci, j'aurais mieux fait de pas venir, quoi. Mais je sais plus du tout où je voulais en venir. J'ai perdu le fil de ma pensée. Merde. Je suis pas habituée. C'est pas grave. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est bien parce que je trouve que ça explique bien aussi ta démarche. Ouais. Donc donc là, tu shootes tous tes proches ou là tu as étendu? Non, là j'ai étendu depuis un petit moment, ça fait assez longtemps que je suis sortie du cercle des proches. J'ai vraiment commencé au tout début, ma première série, ça devait être peut-être en 2015, tu vois, où j'ai commencé comme ça. Et puis, en fait, je trouvais aussi important si tu veux démarcher un inconnu ou une inconnue, c'est bien d'avoir un petit contenu, même s'il est publié nulle part, tu vois, mais pour dire voilà ce que je fais, pour que la personne, elle puisse aussi se dire ah bah oui, ça me plaît, j'aime bien ton approche, parce que il faut pas non plus objectifier les gens et se dire, tu vois, alors du coup, pour la diversité, donc alors la noire j'ai, c'est bon, j'ai une arabe, c'est bon, ah tiens, il manque une asiatique, tu vois, tu vas pas voir les gens en disant, ah bah tiens, je vais te prendre en photo, non, tu vois, choisis pas les gens comme ça. Et voilà, la première partie de l'interview, elle est terminée. Je vous laisse sur un petit suspense. Je voulais la couper en deux parce que sinon elle aurait été beaucoup trop longue et voilà, je trouvais ça plus sympa. Donc la suite, ce sera pour mercredi prochain. Vous aurez la suite de l'interview. En attendant, n'hésitez pas à passer sur mon Utip, sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. Et sinon sur ma boutique, sur mon site internet, la boutique s'affichera sur la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, faites de belles photos et à tout bientôt.